Bienvenue dans ce premier numéro de Grand Mag Reportage, un nouveau magazine constitué de 2 sujets que je vais tenter de vous proposer chaque trimestre. On démarre tout de suite ce premier numéro avec les sépultures militaires. Elles sont le symbole d'un ultime sacrifice pour près de 10 millions de soldats durant la Première Guerre mondiale. Au total, 1,1 milliard obus et 50 milliards de balles ont été utilisés, avec pour conséquence environ 6 000 morts par jour durant les 4 années du conflit. Aujourd'hui, pour entretenir la mémoire de ces soldats, des organisations officielles comme la Commission du Commonwealth œuvrent chaque jour, mais vous allez découvrir que des associations et de nombreux bénévoles participent aussi à ce devoir de mémoire et qu'ils permettent même parfois de retrouver des corps disparus. Sépulture militaire entre Wep et Vallée de la Lys, un reportage réalisé avec le concours précieux de Louise Dujardin et Philippe Emer. Nous arrivons à un endroit d'où l'on a une très belle vue sur la vallée de la Lys. Difficile d'imaginer qu'il y a 100 ans, des hommes se sont battus à cet endroit. Nous sommes dans le nord, sur la crête des Wep, à mi-chemin entre Armentières et Lille. Les Allemands vont s'y installer vers la mi-octobre 1914 et maintenir cette position durant près de 4 années. Pour Philippe Emer, historien local, cet endroit n'a pas été choisi par hasard. Le 16 octobre 1914, les Allemands sont chassés d'Armentières par les Britanniques. Ils reculent à ce moment-là sur la crête des Wep qui se trouve entre Armentières et Lille et qui constitue un bourrelet défensif sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer et s'installer de façon définitive en y installant un système de défense assez complexe composé de champs de mines, composé de tranchées et progressivement de blocos. En effet, la ligne de front passe à quelques kilomètres derrière nous en direction d'Armentières. Ils ont une vue directe sur la vallée de la Lys avec la ville d'Armentières et puis dans le lointain les monts de Flandre. Et de l'autre côté, ils ont une vue directe sur les terris et sur le bassin minier de la région de Lens. Par ailleurs, ce talus défensif leur permet d'avoir une position forte pour empêcher les Britanniques de attaquer et d'envisager à nouveau la prise de Lille. Pour la plupart des gens, la guerre de tranchées fut une véritable hécatombe. Même si de grandes offensives furent lancées pour tenter de percer le front à plusieurs endroits, c'est bien durant les phases de guerre de mouvement que la mortalité fut la plus importante. Au début du conflit, pour la seule journée du 22 août 1914, on estime les morts à 27 000 côté français. Avec l'enlisement du conflit, les pertes humaines de plus en plus importantes vont obliger les belligérants à prendre des mesures rapidement pour l'inhumation des victimes. Dans les premières semaines de la guerre, les soldats qui meurent au combat n'ont pas forcément de sépulture décente. C'est notamment le cas de ceux qui sont morts dans ce qu'on appelle le No Man's Land. Et une des raisons principales des trêves de Noël, ça a été justement de pouvoir enterrer les soldats qui étaient restés dans ce No Man's Land. Nous sommes ici à l'endroit d'un cimetière allemand provisoire qui est juste derrière moi. Nous avons des photos d'époque qui montrent qu'effectivement un certain nombre de soldats ont été enterrés sur place. On voit les tombes et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue de la guerre, ces cimetières provisoires ont été supprimés et les corps et les tombes ont été déplacés dans des cimetières militaires décents qui ont été installés soit sur l'Homme ou à d'autres endroits proches du front. Bien avant la Première Guerre mondiale, les soldats étaient enterrés dans des fosses communes. Seules les distinctions de grade permettaient l'accès à une sépulture individuelle. Mais après la guerre des bourgs en Afrique du Sud vers 1903, l'Empire britannique va instaurer l'usage de la sépulture individuelle pour chacun de ses soldats, une pratique qui va progressivement se généraliser afin de marquer la reconnaissance de chaque nation à chacun de ses soldats morts au combat. Mais dès les premières semaines du conflit, au vu des pertes humaines très importantes, les belligérants vont renouer avec la pratique des tombes collectives. Côté français, le général Joffre donne des consignes pour les inhumations en fosses communes qui peuvent accueillir jusqu'à 100 corps. Côté britannique, le nombre maximal est fixé à 6. En revanche, chez les Allemands, même si l'on utilise parfois la sépulture collective, c'est bien la tombe individuelle qui est majoritairement utilisée. Elle finira par s'imposer rapidement chez tous les belligérants sous la pression sociale et deviendra obligatoire en France avec la loi du 29 décembre 1915. Dans l'urgence, les cimetières civils sont parfois utilisés par les Allemands pour regrouper des tombes trop proches du front, comme ici dans le cimetière civil de l'Homme,
où le mur du fond porte toujours des plaques funéraires posées par les Allemands vers 1915-1916, suite au transfert de tombes situées sur Entières-en-Wep et sur Laoussois, près de la chapelle d'Armentières. On y trouve un psaume et un texte de l'évangile de Jean. Nous sommes ici à Comines, France, dans le cimetière communal. Comme à l'homme, les Allemands ont utilisé le cimetière communal pour y enterrer leurs morts. Une phrase du mausolée indique « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Ce mausolée est un des rares vestiges qui subsistent de l'occupation allemande dans notre secteur, le long de la Lys. C'est seulement à partir de 1926 que le service d'entretien des sépultures militaires allemandes, le VDK, est autorisé à intervenir sur le sol français. Le service des tombes français avait fait disparaître depuis 1919 un grand nombre de petits cimetières allemands proches du front et regroupé les ossements dans des nécropoles plus grandes, à l'époque de simples champs parsemés de croix en bois, sans clôture. Le VDK va aménager de nouveaux cimetières, notamment dans les zones du front où la mortalité fut importante. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre les Alliés et l'Allemagne, prévoyait de placer les cimetières allemands sous la tutelle de la France jusqu'en 1966, obligeant le VDK à se soumettre au contrôle de l'administration française qui avait refusé de rendre les corps aux familles. Les cimetières allemands ont donc été créés dans l'entre-deux-guerres par l'architecte et paysagiste Robert Hickler, qui va veiller à fondre chaque cimetière dans son environnement, comme ici, au cimetière allemand de Verlinghem. Vous constaterez également que les tombes ont une forme particulière. Il y a tout d'abord sur le sol des plaques avec le nom des soldats, le prénom, la date du décès, éventuellement quelques informations sur le grade ou autre. Et puis il y a également des pierres en forme de croix, en pierre brute, en matériaux bruts. Cela correspond, je dirais, à ce que les Allemands pensaient de la mort, c'est-à-dire c'est le Valhalla. Ça rejoint les légendes nordiques et les légendes germaniques où les soldats morts en héros se retrouvent dans une forêt, dans une vaste forêt. Et comme vous pouvez le voir, il y a de très nombreux arbres derrière moi. Nous sommes dans la verdure. Je dirais, il n'y a pas l'ordonnancement que l'on trouve dans les cimetières britanniques, qui eux ressemblent à des jardins dans lesquels on a plaisir à se promener. Il y a des fleurs. Ici, non, il n'y a aucune fleur. Tout est sombre, tout est gris, c'est la mort qui règne. Il y a dans ce cimetière 1157 tombes. La moitié proviennent du lazaret, c'est-à-dire l'hôpital militaire allemand de Tourcoing, et parce que le cimetière de Verlinghem est un cimetière de regroupement. Il rassemble des tombes qui ont été regroupées, qui ont été rapatriées des environs, et comme je viens de le dire, la moitié proviennent de soldats décédés dans un hôpital de campagne de Tourcoing, tombes qui ont été ramenées dans les années 20-23 par les autorités françaises. Au contraire des Allemands, les Britanniques vont pouvoir entretenir leurs cimetières disséminés le long du front. Ces cimetières sont gérés et entretenus par la Commission des sépultures du Commonwealth. Elle fut créée vers 1915 par la vision et la détermination d'un homme, Sir Fabian Ware, soucieux de maintenir les lieux de repos éternels. La commission devient reconnue officiellement par charte royale en 1917, mais ses travaux ont véritablement commencé après l'armistice, une fois que les emplacements des cimetières et monuments commémoratifs aient été garantis. Pour les concevoir et les construire, la couronne britannique nomma 3 des plus éminents architectes de l'époque, Sir Edwin Lutyens, Sir Herbert Baker et Sir Reginald Bloomfield. David Brown est écossais. Arrivé en France à l'âge de 5 ans avec ses parents, il travaille aujourd'hui pour la commission comme son père avant lui. Chef jardinier principal chargé de l'entretien des cimetières du Commonwealth dans la région d'Armentières, il dirige une équipe de 11 jardiniers répartis sur 70 sites dont le cimetière de Fromelles. Inauguré le 19 juillet 2010, il est le dernier cimetière construit par le Commonwealth dans le monde.
Quand on va dans un cimetière militaire britannique, on a l'impression d'être dans un jardin anglais. Y a-t-il une règle particulière qui a prévalu lors de la construction des premiers cimetières? Oui, c'est-à-dire que notre fondateur, Sir Fabian Ware, en 1917, il a fait appel à une dame, Gertrude Jekyll, qui était une paysagiste, une horticultrice de renom en Angleterre à l'époque, et il lui a demandé de créer un espèce de cahier des charges pour les cimetières qu'il allait créer en Europe après le premier conflit mondial. Et c'est donc cette Gertrude Jekyll qui a posé les bases fondamentales de la construction du point de vue horticole de nos cimetières, à savoir il fallait que ça ressemble le plus possible à un jardin anglais pour que les soldats britanniques quelque part se retrouvent un peu chez eux après être décédés sur le champ de bataille. D'accord. Ce qui signifie donc que les plantes que vous utilisez sont des plantes du cru, je veux dire ça. Oui, voilà, oui. En 1917, il était évident qu'on ne pouvait pas faire venir des plantes exotiques par ici. Et puis maintenant, c'est plus purement pour des questions de budget. On va toujours utiliser les plantes au maximum local. Même si la construction de nos schémas de plantation, les hauteurs de stèles, tout ça est codifié et tous nos cimetières sont reconnaissables au premier coup d'œil. Vous nous parlez de codification, vous pourriez nous en donner quelques exemples, quelques précisions? Oui, par exemple, les stèles font 80 cm de hauteur, on peut les mesurer. Bon, il y a toujours, des fois, surtout par ici, avec les mines, il y a eu des effondrements, donc il se peut que c'est bougé, mais en règle générale, une stèle fait 80 cm. Les derrières de stèles, ça fait 12 cm. Devant, c'est 45 minimum. C'est planté sur... vous avez 4 stèles qui sont plantées différemment. Et après, le système se répète. Toutes les 4 stèles, on retrouve les mêmes plantes. Et puis, il y a 5 schémas différents maximum par cimetière. D'accord. Voilà. Et donc ça, ces règles-là s'appliquent à tous les cimetières de par le monde. D'accord. Pour le Commonwealth. Pour le Commonwealth, ouais. Très très bien. Ouais. Donc, bataille de Fromelles, 19 juillet 1916, oui. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un siècle, en fait, et on continue toujours à entretenir les cimetières. Oui. Ah oui. Là, les cimetières, ils sont... là, on termine la période du centenaire, là, cette année, 2018, et c'est vrai que c'est un peu le credo de la commission, c'est d'entretenir à perpétuité les cimetières. Donc là, celui-là, il est entretenu. Bon, pour nous, c'est juste, je dirais, un petit truc entre nous. C'est le dernier cimetière. Donc c'est vrai que pour beaucoup de jardiniers qui travaillent à la commission, c'est un peu une histoire de famille. On est assez nombreux à être la 2e, voire la 3e génération de jardiniers du Commonwealth. Et donc, moi, par exemple, mon père travaillait au Commonwealth. Et c'est un truc qu'il n'a jamais fait dans toute sa carrière. Après 35 ans de carrière, jamais il a construit un cimetière parti de zéro. Donc pour moi, c'était quelque chose d'unique de participer à ça. Et pour beaucoup de mes collègues, ça a été un moment... on s'est senti comme privilégiés. D'accord. Il arrive encore aujourd'hui que la Terre décide de rendre aux familles, plusieurs dizaines d'années après, des corps emprisonnés dans ses entrailles. C'est ce qui est arrivé en 2009 à Fromelles, où une équipe d'archéologues a découvert 250 corps répartis dans 6 fosses communes. Cette découverte, on la doit à Jean-Marie Bailleul, passionné d'histoire. En 1999, il remarque en recoupant plusieurs documents l'absence de 248 corps. Il découvre alors que les Allemands ont creusé 8 fosses communes à la lisière d'un bois qu'ils ont renommé le bois des faisans, dont on aperçoit sur cette photo, prise à l'époque par l'armée australienne, 3 des 8 fosses qui n'ont pas encore été refermées. À partir de là, j'ai commencé à regarder en détail et en exploitant les documents en ma possession, je me suis rendu compte que les Allemands avaient inhumé sensiblement 248, d'après ce qu'ils avaient écrit, 248 corps répartis dans 5 fosses communes à la lisière du bois des faisans. Mais personne ne savait où était le bois des faisans, même quand j'ai fait ma déclaration à la mairie. Monsieur le maire, qui est décédé maintenant, qui s'appelait Monsieur Delattre, m'a dit moi ça fait longtemps que j'habite Fromelles, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc comme moi je savais où c'était le bois de bois des faisans, parce que j'avais analysé toutes les cartes, c'est collectionneur, hein. Et à partir de là, j'ai fait la déclaration de cette trouvaille, et bon, beaucoup de scepticisme sur la situation. Bien croire, bien sûr. Surtout 100 ans après, quoi. Tout à fait, oui. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé?
En Australie, ils ont été consultés parce que je ne trouvais pas où on avait réinhumé ces corps, étant donné que l'émission spéciale après-guerre avait récupéré tous les corps et les avait regroupés. Tout à fait, oui. Donc à Comme ça partir s'est de passé là, un peu partout. un dénommé Lambis, qui s'est occupé il faisait partie du 51e division de réserve, enfin il s'intéressait Dans un régiment australien. régiment australien. Il s'est emparé de cette donnée pour pouvoir regarder s'il y avait... Bon, alors il est retombé sur une traduction qui datait de 1923, Oui. qui était un historique du régiment, du 21e régiment d'infanterie de réserve bavarois, qui était stationné à Beaucamp. D'accord. Et ce Braun en question parlait qu'il avait enterré, lui aussi, des corps à l'arrière du bois des Faisans. Donc ça corroborait tout à fait ça. L'information que vous aviez trouvée sur un registre, très précise, sur un registre allemand, lui, quoi. en parlait dans son livre de l'historique en 1923. Donc le gouvernement australien s'est dépêché de travailler là-dessus. Donc il a mandaté une équipe archéologique de Glasgow, Tony Pollard, qui est connu comme archéologue militaire. Et il est venu ici, il a donc fait un sondage non invasif pour dire oui, il y a bien eu des fosses, parce que c'est remué, parce que avec tout son matériel particulier. Donc l'année suivante, il a encore été mandaté par le service militaire australien, le gouvernement australien entre autres, et il a été autorisé à creuser à certains endroits. Et effectivement, il y a eu des ossements, donc stop. Ils ont tout rebouché tout de suite. Et l'année suivante, en 2009, c'est là une équipe spécialisée, c'est Oxford Archéologie, qui était menée par Louise Lowe à l'époque. Et ils sont venus là, on a établi un camp ici à Fromelles-au-Bois des Faisans. Et ils sont venus une trentaine là pendant plusieurs mois avec archéologues, dentistes. Oui, donc une équipe complète vraiment sur le terrain. Et ça a duré combien de temps, toutes ces recherches? Pratiquement 3 mois. 3 mois. Oui, oui. Et donc, ils ont enlevé l'ensemble des corps. Et il y en avait combien? 250. 250. Et les Allemands avaient dit 248. Mais en réalité, dans la 6e fosse, puisque là, on a trouvé ça dans les 5 premières fosses, et dans la 6e fosse, il y avait 2 corps, probablement, qui ont été ajoutés après. Voilà. Donc, ils ont extrait 250 corps, et sur ces 250 corps, ils ont fait des prélèvements d'ADN. Oui. Ils ont fait appel aux familles ayant eu un décès non identifié après la guerre. Et à aujourd'hui, on est en 2018, il y a sur les 250 corps, il y en a 155 d'identifiés. 155, donc, plus de la moitié. C'est pourquoi il y a aujourd'hui les noms sur les stèles ici dans ce cimetière. Donc, on est en 2009, on trouve des corps, on fait des recherches ADN, on parle des familles. Et pendant ce temps-là, on crée le cimetière. Et pendant ce temps-là, on crée le cimetière. Oui, d'accord. Donc, ce cimetière existe depuis 2010. On a encore enterré récemment des soldats? Toutes les sépultures ont été réalisées avec un cercueil alourdi pour la cérémonie, pour que ça fasse, disons, sérieux pour le transport. Et chaque corps a fait l'objet d'une inhumation particulière avec une stèle inconnue. Et chaque fois qu'il y a un inconnu, comme les ADN ont été emboîtés avec des références, on sait que telle boîte contenant tel individu, tel militaire, se trouve à tel endroit. Donc, si on peut mettre son nom dessus, on sait exactement où le déposer et où l'inscrire. D'accord. Quelle a été l'attitude des familles australiennes? Beaucoup sont venus, j'imagine. Oui, énormément, surtout lors de l'inauguration, puisque c'était assez conséquent. Et ce qu'il y a quand même de particulier dans cette affaire, c'est que si nous, en France, on s'était occupé de cette affaire en l'an 2000 ou 2001, jamais on n'aurait pu faire les ADN parce que c'était encore pas au point. Tout à fait. C'était pas au point. Donc les circonstances et l'allongement du temps a permis de faire ces identifications avec ces prélèvements ADN. D'accord.
Nous sommes à Armentières, dans le cimetière Bonjean. Ancien légionnaire, Laurent Joie est président de l'Union des anciens combattants d'Armentières. Une des missions de l'UACA, entretenir le devoir de mémoire auprès des écoliers du secteur. Pourquoi c'est des Anglais ici? Essentiellement dans ce cimetière, c'est parce que Armentières, de Ypres jusqu'à Armentières et ensuite plus loin vers la Somme, ça sera des secteurs pris en charge par l'armée britannique. Les Français sont là juste début octobre. Il reste quelques jours, il y a quelques petites batailles, après ils s'en vont. Le 17 octobre 1914, c'est les Anglais qui libèrent la ville et Armentières, ça deviendra une ville gouvernée par les Anglais durant toute la guerre. Pourquoi il y a ce cimetière ici en centre-ville alors qu'il existe un cimetière, vous connaissez peut-être le cimetière Aubizé, le cimetière communal? C'est parce que il fallait traverser la Lys pour aller à ce cimetière-là. Donc tous les ponts avaient explosé, il fallait passer sur des passerelles et c'était sous le feu des bombardements. Donc on a dit que ça sera moins dangereux de trouver un terrain dans la ville pour enterrer les morts. Et la deuxième raison, c'est qu'il y avait l'hôpital tout proche et les écoles servaient aussi d'hôpital souvent. Donc les soldats qui arrivaient blessés et qui décédaient malheureusement de leurs blessures dans les hôpitaux, ils étaient enterrés au plus près, c'est-à-dire ici. Aujourd'hui, Laurent Joie accueille une classe de CM2 venue parrainer un soldat australien, Thomas Sandry, décédé sur le front du côté d'Oupline. Au titre de l'UACA, on travaille souvent avec les écoles. On posait d'ailleurs des visites de cimetières souvent. On rencontrait beaucoup de gens dans le cimetière. On se rend compte que tant qu'il n'y a pas un visage ou un lien personnel, il n'y a pas le même lien. On passe devant des tombes de façon un peu anonyme. C'est déjà honorable de passer. Mais on s'est rendu compte que si on crée un lien, vraiment, c'était beaucoup plus fort. Un lien visuel, autrement dit. Un lien visuel. Et physique. Et physique, parce que par le parrainage, c'est de fleurir, s'engager à fleurir au moins une fois par an, avec un poppy, bien sûr, la tombe de celui dont on demande d'avoir D'accord. la charge. Quand vous dites fleurir, c'est pas forcément mettre une fleur, c'est mettre un poppy. Nous, on préfère faire mettre un poppy, parce que le poppy, l'argent du poppy est entièrement reversé à la Royal British Legion, qui est un peu notre bleuet de France à nous, et qui aide les projets de mémoire, les pupilles de la nation, les blessés et les familles des morts de toutes les guerres. D'accord. Alors depuis quand l'UACA s'occupe-t-elle de parrainage et comment, de façon pratique, comment ça se fait, comment ça se passe? Alors en fait, on s'est rendu compte que le centenaire arrivant, beaucoup de gens posaient des questions, nous voyaient parfois avec des groupes, qu'est-ce que vous faites? Alors nous, sur notre site Facebook, on communiquait sur nos actions auprès des écoles et on nous demandait de plus en plus souvent est-ce que ça pouvait se faire au niveau du public. Et là, on s'est dit, pourquoi pas créer un lien vraiment de la population d'Armentières, pas seulement les écoles, mais la population d'Armentières, des gens lambda ou hors d'Armentières, de l'Armentièreois souvent, qui viendraient honorer un soldat qui est enterré ici. D'accord. Alors, est-ce propre au cimetière de la cité Bonjean ou est-ce que ça se fait dans d'autres cimetières d'Armentières? Alors nous, on ne gère, entre guillemets, que le parrainage sur la cité Bonjean. Je sais qu'il y a des parrainages qui existent en Belgique, dans d'autres villes peut-être, sous d'autres formes aussi peut-être. Mais non, on ne peut pas s'étaler, sinon on ne gérerait plus. Déjà là, c'est un gros dossier, un gros fichier à gérer. Gérer les appels des parrains, on essaie de les appeler à Lanzac Day au 11 novembre pour qu'ils viennent chercher leur poppy, rappeler les engagements. Donc non, on s'occupe que des gens du cimetière Bonjean. D'accord. Vous parlez d'engagement, je veux dire, est-ce que c'est un engagement annuel, pluriannuel? Comment ça se passe? On ne renouvelle pas. Comme je dis, on a les coordonnées des parrains et marraines, donc oui. on les relance à chaque fois qu'on fait une action dans le cimetière, souvent à Lanzac Day et au plus proche du 11 novembre. Et puis, non, c'est un engagement au long terme. Il y a des gens, on les a vus qu'une fois, puis on ne les voit plus. D'autres qui sont assidus et qui viennent d'eux-mêmes régulièrement. On voit bien les tombes fleuries. D'accord. Alors, quand on a parrainé une tombe, je dirais, on est un peu attaché à cette tombe. Ça signifie qu'on ne peut pas parrainer d'autres tombes? Si, bien sûr, si. D'accord. Si. Rien n'est arrêté. D'accord. On s'engage simplement à, si on veut en parrainer 10, on en parraine 10. Tant qu'on tient son engagement, alors c'est un engagement moral, on n'a pas moyen de savoir si les gens suivent réellement, c'est un effet de mode ou pas ou quoi, mais on voit bien qu'il y a
les mêmes personnes qui sont très assidues, très, très engagées. D'accord. Donc ça peut être, je dirais moi, ça peut être, comme vous Bien disiez sûr. tout à l'heure, des gens lambda, mais ça peut être aussi donc, des écoles. Alors c'est une classe où ce sont les élèves. Comment ça se passe avec les écoles? Souvent les écoles alors, de primaire, on va dire CM1, CM2, voire 6e, c'est au titre de la classe. Après, parfois, on reçoit des collèges, et là, c'est des étudiants, donc plus âgés, qui sont plus sensibles et qui prennent, eux, l'engagement de venir. On en a quelques-uns. D'accord. Et donc de ce fait-là, vous les invitez lorsque vous faites des manifestations Voilà, dans on le en cimetière, voit, c'est bien ça. sûr, ouais. Et pouvez-vous nous dire combien de bénévoles, je dirais, parrainent et combien il y a de sépultures qui sont parrainées? Alors, en sépulture, on doit avoir à 250 sépultures parrainées par 120 parrains. Par 120 par an. Et donc, pour chacune des sépultures parrainées, vous avez des photos, vous avez tous les renseignements sur le soldat britannique qui est enterré. Pas sur toutes les sépultures parrainées. On a 520 portraits de D'accord. soldats sur les 2680 ici, qui sont enterrés ici. Hein. Et parfois leur histoire aussi. Parfois on n'a que l'image, mais parfois et on a pas mal d'histoires personnelles, souvent tragiques malheureusement. Et puis on a aussi des liens avec les familles. Parfois c'est juste les parrains ou marraines qui font les recherches d'eux-mêmes librement et qui prennent contact avec les familles. Nous, ce qu'on demande par politesse, c'est que quand il y a un contact établi avec la famille, bien sûr, c'est libre, on ne vient pas s'immiscer, D'accord. mais qu'on nous prévienne, qu'on le sache, et s'il y a des éléments sur la vie et la mort de la personne parrainée, qu'on le sache pour alimenter, nous, notre fonds documentaire. D'accord. Et ce fonds documentaire, vous allez en faire quoi après? À Alors, quoi va-t-il servir? au niveau de l'iconographie, j'ai donné déjà tout ce que j'avais pour l'instant en numérique aux archives municipales d'Armentières. Hein. L'idée, ce serait de vraiment centraliser toutes les informations, les traductions des textes et tout ce qu'on a par rapport aux gens. Il faut trouver la forme. On a tout. Il faut trouver la forme et l'équipe qui permettrait de vraiment tout synthétiser. D'accord. Ah oui. Ça pourrait être une parution ou ça serait forcément quelque chose sur Internet ou informatisé? Sur Internet et puis un dépôt aux archives municipales. D'accord. Donc il serait consultable par. Ah, bien sûr, par tout ce le serait monde, libre, quoi. bien sûr. Ouais. D'accord. Tout à l'heure, en attendant, on a vu un Néo-Zélandais qui est venu, qui avait un ouvrage dans les mains sur les cimetières, et notamment celui-ci. Il a posé une question, c'était où se trouvait je dirais le mausolée, entre guillemets, néo-zélandais. Donc on lui a indiqué mémorial, oui. le mémorial. Oui, le mausolée, c'est le mémorial, et on lui a indiqué effectivement qu'il était là-bas, tout comme il y a un mémorial qui se trouve à Ploegstert, ou un autre qui se trouve à Ypres, ou encore à Taincourt. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Celui-là, c'est un des plus petits, un des 7, je pense. C'est un des plus petits. Il porte 48 noms C'est ça. de soldats Oui. essentiellement morts à la bataille de Messine, mais dans l'Armentières-Rouen, D'accord. dont on n'a pas trouvé les On corps n'a ou pas pas trouvé identifiés. les. Ah, d'accord. Pour l'Empire britannique, il était inconcevable que les soldats, dont on n'avait pas retrouvé les corps, restent sans sépulture décente. Il a donc créé un mémorial au Ploegstert, en Belgique, juste à la frontière avec la France, un monument conçu par l'architecte Harold Shelton Bradshaw et inauguré le 7 juin 1931. Il est orné de 2 lions, l'un est belge, l'autre, celui qui montre les dents, est britannique. Sur les murs de ce monument britannique en forme de péristyle circulaire sont gravés les noms de 11 447 officiers et soldats britanniques morts dans un secteur bien déterminé, compris entre la rivière Douve qui se trouve à 2 km près de Messine et les villes d'Éther et de Furnes qui correspondent à un secteur très précis qui comprend donc les combats d'Armentières, de Fromelles, de la Crête d'Aubert, etc. Donc ces soldats morts lors des combats entre octobre 14 et octobre 18 n'ont pas de sépulture, et il a été décidé par le gouvernement britannique donc de créer un certain nombre d'endroits de mémoire pour que ces soldats morts sans sépulture ne soient pas oubliés. Chaque premier vendredi du mois, une cérémonie d'hommage à tous les soldats qui ont perdu la vie durant la Grande Guerre est célébrée dans l'enceinte du mémorial. Le Last Post retentit à 19 h
Il réunit autorités civiles et militaires, mais aussi des associations diverses, des jeunes adolescents et des écoliers de la région. À l'issue de la Première Guerre mondiale, des milliers de combattants mutilés, aux chairs déchiquetées, restèrent ensevelis dans la boue des tranchées et du no man's land. Depuis sa tranchée, le poilu Paul Tuffreau a écrit « C'est de la boue et du cadavre, oui, du cadavre. Les vieux morts des combats de l'automne qu'on avait enterrés sommairement dans le parapet réapparaissent par morceaux dans l'éboulement des terres. Contraste saisissant pour cette terre nourricière, devenue la dernière sépulture pour 700 000 soldats portés disparus. On estime que sur le front ouest, la moitié des corps des soldats tués n'a pas été retrouvée ou identifiée. La France compte 350 clubs affiliés à la fédération Léo Lagrange. Parmi ces clubs, celui d'Armentières, un des plus importants avec ses 1800 adhérents, répartis dans 17 sections, dont 11 sportives. Une de ces sections, dédiée à la photo, vient de fêter ses 50 ans d'existence. 50 ans de passion au photoclub Léo Lagrange d'Armentières, un reportage réalisé avec le concours d'Éric Dubois-Geoffroy et Jean-Luc Catoire. En cette fin d'après-midi, il règne une certaine effervescence dans les salons de l'hôtel de ville d'Armentières. Les bénévoles de la section photo du club Léo Lagrange terminent l'installation d'une exposition retraçant leurs 50 ans d'existence. On a fait des centaines d'expos dans ces murs. Jean-Pierre Lefrançois est un des fondateurs du club, mais aussi un de ses photographes les plus récompensés. Il délaisse de temps en temps son appareil photo pour se consacrer à une autre passion, la sculpture métallique. Donc là, c'est le surplus du calendrier, le calendrier qui a été fait sur le thème du film. Une scène de film par mois, 12 mois. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre les titres des films et les gens ne vont pas forcément trouver ce que c'est. C'est ça que ça m'ennuie. Mais bon, c'est comme ça. Il est où le calendrier? Ben, montre-le. C'est pourquoi ça? Comme ça, on m'a demandé une sculpture, j'ai ramené une sculpture. Fais semblant d'installer, là. Fais semblant d'installer. Fais semblant d'installer, voilà. En 50 ans, nombreux sont les photographes du secteur à avoir fait leurs armes au club. Les jeunes y ont aussi toute leur place. Jean-Luc Catoire est responsable de la section jeunes. Il s'occupe également des concours qui les concernent. On met à l'honneur nos jeunes qui ont concouru donc il y a l'école du Bourg, il y a le Dreux, il y a l'école du Parc et l'école Saint-Langros. Après, on a mis à l'honneur tout ce qui est le rugby, comme ils ont 50 ans cette année comme nous. On les a mis à l'honneur, voilà. J'arrive. Ici, chef. Voilà, tiens. Accroché, t'en as un. Ouais. Deux. Encore quelques accrochages et tout sera prêt pour l'inauguration, prévue demain soir. Que c'est beau. Oh, que c'est bon. Bah, c'est bien débrouillé, Aurore. Oui. Bah oui, elle est forte, Aurore. Par contre, faut pas mettre ses mains, il n'y a pas de carreau. Hein. Ouais, mettez pas vos mains sur les cadres. Et je vais rapporter les étiquettes. Le photoclub fait son cinéma. C'est pour mettre sur le panneau où il y a le calendrier. Voilà. Là, on va les Bon, mettre. allez, on va les mettre. Faudrait les accrocher avec des petites pinces. Ouais. C'est difficile. Bon, Non. J'ai passage. Non. Bon, oui, des petites ça, c'est pas beau, ça. Ça, c'est rouge. Et t'as usé la cartouche de rouge, là. Bah ouais. Quelques retouches de dernière minute et tout sera prêt. Ce soir, en guise de ruban à couper, une pellicule argentique. Bon.
Je suis du mauvais côté de la barrière. Le bureau du club a eu l'idée de faire venir les personnalités officielles dans une magnifique déesse comme on pouvait en croiser il y a 50 ans dans les rues d'Armentières en 1968. À son bord, le maire d'Armentières, le président du club Léo Lagrange et la reine des Gnolls. Une infirmière qui coupe le cordon. Éric Dubois-Geoffroy, l'actuel responsable de la section photo, va pouvoir commencer la visite. Donc pour les 50 ans du club, on a souhaité marquer le coup en nous tournant un peu en dérision et puis en demandant à chaque photographe du club, ce qu'il ne fait jamais ou très rarement, c'est de passer devant l'objectif. Alors évidemment, il y avait des conditions. Tous m'ont dit « oui, on veut bien, mais on veut être déguisé. Il faut absolument qu'on ait quelque chose de camouflage, une tenue quelconque, hors de question qu'on pose. Voilà. Donc on a trouvé cette idée de nous inspirer d'un certain nombre de films depuis 1964, parce que certains pensaient déjà à la photo en 64, en partant évidemment de 68 jusqu'à 2018. Difficile de résumer 50 ans de clichés sur les 4 espaces d'exposition qui ont été installés. Surtout que ce soir, il y a foule. Le club a 3 invités d'honneur. Alain Montois, entré au club en 1979 et qui fut responsable de la section photo durant 30 ans. Christian Vambonnette, entré au club à sa création en 1968. Et Philippe Boisdin, entré également la même année. Il devint par la suite photographe et journaliste pour l'agence locale de La Voix du Nord. Disparu en 2014, c'est son épouse, Christine, qui le représente. Elle a chaleureusement accepté de mettre à disposition des tirages de son mari. Celle-ci. Bienvenue à tous aux 50 ans du photoclub Léo Lagrange. C'est en 1965 que l'histoire a démarré. Aujourd'hui président du conseil d'administration du club, Claude Hugeux se souvient parfaitement. Nous avions été contactés par Pierre Mauroy, qui à l'époque n'était pas Premier ministre, mais qui était le président de la Fédération nationale Léo Lagrange, et qui essayait de faire essaimer la création du club Léo Lagrange. Donc en 1965, avec d'autres personnes décédées maintenant, Gérard Roux a pris la décision de créer un club Léo Lagrange à Armentières. La réunion de constitution s'est tenue au premier étage d'un café qui se trouvait rue de Lille à Armentières, le café de l'Excelsior au coin de la rue Bayard et de la rue de Lille. Et on a donc créé un club qui a toujours gardé la même orientation, à savoir donner des activités aux jeunes et aux moins jeunes, à toutes les personnes qui en avaient besoin, au prix le plus intéressant possible, faire en sorte qu'en aucun cas, quiconque soit exclu d'une activité pour des problèmes d'ordre financier. Et une décision qui a été prise, c'était de ne pas créer des activités sportives concurrentes de l'activité existant déjà. À l'époque, j'étais instituteur dans une école qui s'appelait l'école Paul Bert à Armentières, qui est devenue l'inspection académique. Et nous avions dans cette école une amicale laïque très, très puissante. Et on avait là une section de tennis de table et une section de volley-ball. Donc, d'un commun accord, on a décidé que ces 2 sections de tennis de table et de volley-ball seraient le départ du club Léo Lagrange. À l'époque, il y a toujours des circonstances intéressantes. Nous avions rencontré un monsieur qui s'appelait M. Rado, le nom ne s'invente pas, qui avait été champion de France d'aviron avant la guerre, et qui était venu nous voir en disant, voilà, on pourrait créer une section d'aviron, et le fait que la ferme Laméran se trouve juste au bord de la Lys, avec des hangars à côté, nous permettrait d'avoir un club qui serait vraiment vite opérationnel. Nous n'avions évidemment pas de matériel, pas d'argent, pas de matériel, c'est évident. Il faut savoir qu'avant-guerre, le club d'aviron était supporté par la brasserie Motte Cordonnier. M. Rado y travaillait, il est allé voir M. Motte, le patron de l'époque,
Et il a donc tous les bateaux qui ne servaient plus étaient entreposés dans des locaux à la brasserie. Donc nous avons récupéré, dans un premier temps, gratuitement, ces bateaux qui venaient de chez Montcordonnier. La même année, en plus, la ville avait acquis une maison de maître, rue Jean Jaurès, pour y construire un nouveau collège. Il y avait un parc de plus d'1 hectare, et dans ce parc, il y avait un très beau terrain de tennis. Le tennis, à l'époque, était réservé aux gens huppés, puisque c'était un club de tennis par action, qui se trouvait, avec 8 courts, qui se trouvait rue Boulevard Fédère. Donc Gérard Droguet a dit, pourquoi pas offrir le tennis aux gens de conditions modestes. Donc on a donc lancé, pour des concours de circonstances, l'aviron à la ferme de l'Aviron, qui est devenue le foyer Brossolette depuis, et nous avons lancé en même temps la section de tennis qui a démarré. Donc ces sections ont démarré les quatre tout en même temps en 1965. Et quelques personnes ont demandé, on ne pourrait pas faire une section camping. Donc j'ai été pendant 1 an ou 2 l'animateur d'une section camping qui s'est développée. Et c'est à partir de cette section camping, suite à une demande du Rotary, on s'est mis à faire de la photo. Et que les jeunes du camping de l'époque se sont mis à faire la photo. Et comme Gérard Roux n'était jamais à Courtidé, et qu'il y avait des locaux dans cette ferme Laméran, on a donc installé le premier labo du club dans cette ferme Laméran. Et on y est resté jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce qu'on arrive dans les nouveaux locaux ici. Je dirais qu'au fil des ans, comme j'ai 80 ans, on devient philosophe, j'ai acquis une certaine philosophie. Parce que depuis que le club existe, on avait à l'origine, par exemple, on avait une section tennis de table qui a disparu. On a eu une section moto qui a disparu. On a eu une section camping qui a disparu. On a eu une section handball qui a disparu. Parce que alors je me dis que l'essentiel, c'est que le club existe et que forcément, il y a un certain turnover dans le fonctionnement des activités. Et je crois que chaque section, c'est un peu cyclique. Il y a des moments de grand succès. C'était en 84 avec la Coupe des champions de France de photo. Après, ça repart. Donc, la plupart des activités que nous avons eues, si on prend le rugby, il a été en National 3. Maintenant, on a eu avec l'athlétisme un champion du monde de course militaire. On a eu des tas de... donc ce que je me dis, c'est que l'essentiel, c'est qu'il y ait toujours des activités qui soient proposées. Et après, les activités vivent leur vie, c'est-à-dire elles connaissent les soubresauts, il y a des effets de mode, il y a parfois des effets de financement, des effets de concurrence. Actuellement, le rugby, par exemple, le fait que Marc Lambarel, qui se trouve là, est au top, et que c'est un club riche, qu'il peut payer des joueurs. Les joueurs, nos bons joueurs, une dizaine sont partis à Marc, parce qu'à Marc, on les dédommage à chaque match. Que nous nous sommes toujours refusés à faire. Nous ne rémunérons pas les joueurs. Quelle que soit l'activité, on ne rémunère pas les joueurs. On rémunère quelques animateurs avec des vacations, parce qu'il y a des activités qui ne peuvent pas fonctionner sans un animateur à côté, bien évidemment. Mais on n'a jamais financé aucun sportif pour faire son sport. En revanche, c'est une des pratiques qu'on a depuis le démarrage, c'est qu'on attache une importance très grande à la formation. Moi, j'encourage toujours les responsables de section, lorsqu'ils ont des jeunes qui sortent ou qui sont intéressés, de les faire se former, parce que s'ils se forment, c'est un peu la relève de l'encadrement des années ultérieures. Même si la section photo du club anime un atelier pour les 9-16 ans, promouvoir l'art photographique chez les jeunes et dans les écoles est aussi une part importante de ces activités. Sur l'Armentiérois, 9 établissements scolaires sont concernés, de la primaire au collège. Aujourd'hui à la médiathèque, c'est la découverte d'une exposition réalisée avec le concours de la Fédération photographique de France, l'Union régionale d'art photographique et le Club photo pour ses 50 ans. Elle montre une trentaine de photographies contemporaines, dites émergentes, sélectionnées par la Fédération et issues de séries produites par différents clubs au niveau national qui montrent la diversité d'approches. Mais une image, regardez dans la photo, est-ce que vous avez d'autres cadres? Regardez bien l'image. On a un cadre tout autour, on a ce cadre-là. Est-ce que vous avez d'autres cadres? Oui. Oui, où ça? C'est quoi ça? La fenêtre.
on a les carreaux de la fenêtre. Et on voit que l'image elle est partagée en deux. Un tiers qui est à la lumière et 2 tiers qui sont plus dans le sombre avec ce personnage qui est au milieu. Alors l'intérêt de travailler avec des élèves sur ce type d'image, c'est de leur montrer que malgré le foisonnement et la surabondance d'images qu'ils utilisent ou auxquelles ils sont confrontés quotidiennement, il y a d'autres images et des images qui vraiment racontent une histoire. C'est-à-dire qu'en dehors des images qu'on pourrait dire jetables ou consommables rapidement, ils s'aperçoivent que rien que sur un carré d'images en 2 dimensions, ils vont pouvoir créer un monde, raconter leur imaginaire, mettre en scène un récit poétique, capter aussi tout simplement une lumière, une ambiance, une expression, et que, à la différence d'autres images qui ne sont pas pensées, là, en réfléchissant au cadrage, en réfléchissant à la façon dont ils vont se positionner par rapport à leur sujet, ils vont pouvoir raconter des choses très différentes. Et c'est cette diversité qui m'ont donc présenté dans ces images, qui est vraiment qui a intéressé, qui est très intéressante pour les élèves et qui leur permet de s'éveiller à une autre forme de création d'images. Et on l'espère, avoir le goût de la photographie par la suite. Le soir venu, c'est l'Union régionale d'art photographique qui s'empare de la médiathèque pour y tenir son gala. Au programme, la projection de 13 montages et séries de photos primés au niveau régional et national dans les catégories jeunes et adultes. 2 membres du photoclub sont récompensés. Jean-Luc Catoire reçoit le diplôme de la créativité pour une photo intitulée « Électrocution » et Éric Dubois-Geoffroy reçoit le diplôme du meilleur auteur pour son montage « Poème à loup ». La presse locale est présente pour immortaliser l'événement. Allez. 1, 2, 3. Vive le club photo Léon-Lagrange! Évidemment, quand 2 photographes de générations différentes se rencontrent, ils partagent leur technique. Non, parce que dans les photos de presse, on aime bien avoir les gens plus sur le côté que plein milieu. Ouais, parce que de face, c'est pas très beau. Voilà. Ah ouais, non, c'est vrai. Ça fait pas très dynamique. Tu aurais dû demander de nous retourner, c'est notre meilleur profil. Et qui dit partage, dit formation. Aujourd'hui, le club inaugure ses nouveaux locaux. Il se trouve désormais dans l'ancien collège des Rousseaux que la municipalité d'Armentières a converti en pôle culturel. Pour l'apprentissage, il possède maintenant un studio permanent. Super équipé, comme on peut voir, différentes toiles, marron, noir, blanc. Tout a été occulté et tout le monde peut l'utiliser, du club. Quand des anciens se retrouvent après autant d'années, forcément, ils se remémorent des souvenirs. Comme Jean-Pierre Lefrançois et Christian Silver, directeur général du club Léon-Lagrange de 1967 à 2007, qui se souviennent parfaitement du titre de champion de France que le club a remporté en 1984 avec cette série intitulée Locomovie. C'est l'année où on a gagné la Coupe de France parce que là on est arrivé premier sur cette série-là et les autres on était toujours bien classés, donc le total fait qu'on s'est retrouvé premier. Et donc le premier gagnait la Coupe de France, qui était une coupe de Sèvres offerte par le président de la République. Quelque chose d'une valeur plus que symbolique d'ailleurs. C'était René Coty qui l'avait qui était remis en jeu tous les ans. Hein. Et donc, il avait payé avec les sous des contribuables, évidemment. Et nous, en tant que contribuables, on a jugé utile de la casser. Mais après, on l'a recollée, avant de la rendre. Alors, on n'a jamais eu de nouvelles. Si, on avait un courrier avant de la renvoyer. Et puis, bon, voilà, ça c'est comme ça. Mais elle a été cassée, je veux dire, quelque part par notre faute. On n'y était pas pour rien. On a voulu l'exposer en mairie, dans une vitrine, mais il fallait que la mairie nous fasse une vitrine. Et le temps que la vitrine ne s'est pas faite, elle était dans le bureau du secrétaire général de mairie à l'époque. Et elle a été bousculée, on ne sait pas quelles circonstances, bref, on l'a retrouvée cassée, quoi. Donc voilà un peu, c'est pas le vase de Soissons, mais c'est le vase de Sèvres qui a été cassé à Armentières. C'est le vase à Coty. Le vase à Coty, voilà. Avec ces retrouvailles,
En plus des souvenirs, les archives sont aussi de sortie. On en avait même oublié, quoi. Oui, c'est des moments Quand de on regarde retrouvailles, tous ces archives, je me rappelle de plein de choses, ça fait plaisir. Ouais, on revient en arrière, on remémore tous les bons moments qu'on a vécus, etc. Ouais. Et ça, c'est des bons moments, quoi. C'est bien, quoi. Dire, ça... et je pense aussi que les anciens qui sont venus, donc ces anciens qui sont quand même attachés au club, à l'histoire qu'ils ont vécue avec le club, leur réaction, c'est de dire « Ah ben, je reviendrai bien ». Alors, je ne sais pas s'ils vont tous revenir, mais je pense qu'il y en a même quelques-uns qui ont envie de voir ce qu'on fait en photo, voir les locaux dans lesquels on est installé, qui sont « Ah bah tiens, on va revenir ». Quelquefois, les gens ont envie, puis ils ne font pas le premier pas, quoi. Il y a toujours d'obstacles. Ils vont faire comme nous, parce que nous, on est revenus à la retraite. Ouais, bon, donc, ils ont la retraite, et ils m'ont dit, bah oui, on va revenir. Voilà. Vous êtes encore là, mais on revient. Pour être un bon photographe, on dit qu'il faut posséder ces 5 qualités. La passion, la sensibilité, la patience, la curiosité et la volonté. Mais pour être un bon photographe au club armentiérois, il en faut une 6e, l'amitié. Ainsi s'achève ce premier numéro de Grand Mag Reportage. Merci d'avoir pris le temps de le regarder et n'hésitez pas à le partager sans retenue sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, si tout va bien, dans un prochain numéro.